Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast En Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grown. Ce nouvel épisode de podcast sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 19 qui s'étale du 5 au 11 mai. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Alors, au sommaire de cet épisode, nous parlerons évidemment des articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en GA et nous terminerons par la seule annonce en preview. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors aujourd'hui, nous allons débuter avec une nouveauté qui pourrait bien révolutionner la façon dont on gère les données dans Azure, surtout quand les volumes deviennent massifs. Et pour cela, nous allons utiliser le nouveau service Azure Storage Actions. Alors, Azure Storage Actions est une plateforme qui permet d'automatiser la gestion des données dans Azure Blob ou Data Lake, comme l'archivage, la suppression ou la restauration, sans avoir besoin de créer ni de déployer quoi que ce soit. C'est un peu à l'image de ce que fait la fonctionnalité Lifecycle Management, mais beaucoup plus flexible et surtout le scope ne se limite pas à un seul compte de stockage. Prenons un exemple. Une entreprise comme PointsBet avait des pétaoctets de sauvegarde dispersés sur plusieurs régions. Avant, ils utilisaient des scripts faits maison, plusieurs runbooks et de la surveillance constante. Avec Storage Actions, ils ont simplement défini quelques règles, validé les résultats et lancé l'exécution à grande échelle sans infrastructure à gérer, ce qui est plutôt un bon point. Le tout en économisant des semaines de travail. Autre exemple impressionnant, une agence gouvernementale américaine a dû restaurer 600 millions de fichiers perdus par erreur. Oui, 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 c'est bien 600 millions. Grâce à cette solution, elle a pu identifier et récupérer les bons fichiers en quelques heures sans avoir besoin de coder une ligne de code. Storage Actions permet de créer des tâches réutilisables qu'on peut appliquer à tout jeu de données similaires. On gagne en cohérence, en rapidité et surtout en sérénité. C'est typiquement le genre d'évolution qui simplifie la vie des équipes techniques tout en renforçant la gouvernance et la sécurité des données. J'attire maintenant votre attention sur une faille de sécurité critique dans Windows qui a été activement exploitée pour déployer un ransomware. La vulnérabilité identifiée se nomme CVE 2025-29824 et cette dernière permet à un attaquant déjà présent sur un système Windows de devenir administrateur en exploitant un composant du système de fichiers appelé CLFS. Alors ce n'est pas une faille d'accès initial mais une faille post-compromission, utilisée une fois que l'attaquant est déjà entré dans le système, souvent par phishing ou par malware. Le groupe responsable de cette attaque, c'est Storm 2460. Alors de mémoire, nous en avons déjà parlé dans ce podcast. Alors, ce groupe a utilisé un outil appelé PipeMagick pour télécharger un fichier malveillant, injecter du code et ensuite exécuter un ransomware qui chiffre les fichiers du système. Des secteurs comme la finance au Venezuela, la tech aux États-Unis ou encore la vente au détail en Arabie Saoudite ont été touchés. Une des particularités techniques, c'est que le ransomware a été lancé directement depuis la DLL host.exe avec injection dans winlogin.exe puis extraction des identifiants via LSASS. La bonne nouvelle, c'est que la faille ne peut pas être exploitée sur Windows 11 en version 24H2 grâce à un durcissement des permissions sur une API système. Un correctif a aussi été déployé depuis début avril. Mais ce genre d'attaque montre bien pourquoi il est urgent de patcher et d'activer les protections avancées sur les postes. On parle d'un antivirus, d'un EDR, d'une visibilité sur les machines non gérées, bref, tout un tas d'actions qui sont nécessaires pour essayer de protéger vos machines. Et bien sûr,
Il ne faut pas négliger l'étape de post-compromission, souvent sous-estimée, alors qu'elle est aujourd'hui la plus critique dans les chaînes d'attaque modernes. Je vous garde avec moi et nous allons continuer à parler sécurité en évoquant un maillon clé dans les cyberattaques par ransomware. Je parle des contrôleurs de domaine. Ces dernières années, les attaques sont devenues bien plus organisées. Les groupes malveillants ne se contentent plus d'envoyer des pièges joints piégés. Dorénavant, ils planifient, analysent et attendent le bon moment pour frapper, souvent en quelques minutes à peine. Leur cible favorite, le contrôleur de domaine. Pourquoi? Parce qu'il centralise tout: les identités, les droits, les stratégies de sécurité, bref, tout un tas de choses. Et une fois qu'il est compromis, l'attaquant va pouvoir se faire passer pour un administrateur, désactiver par exemple des antivirus au travers des GPO, créer de nouveaux comptes avec tous les droits qu'il souhaitera, mais aussi chiffrer tout le réseau d'un seul point. Un exemple, par exemple, un attaquant a pris pied via un VPN qui a fait une élévation de privilèges et a fini par tenter de chiffrer tout le parc depuis un contrôleur de domaine. Heureusement, Defender for Endpoint a détecté les comportements suspects et confiné automatiquement l'appareil et les comptes utilisés. Résultat, le chiffrement a été stoppé net. Microsoft propose désormais une fonctionnalité de confinement dédiée aux actifs critiques comme les contrôleurs de domaine. L'idée, c'est d'isoler rapidement l'attaque sans casser les fonctions essentielles du contrôleur comme l'authentification. Et ça, c'est essentiel parce qu'on ne peut pas sécuriser un contrôleur comme on sécurise un poste de travail. Il faut garder l'équilibre entre protection et disponibilité. À présent, parlons un peu stockage. Et oui, ce n'est pas la brique la plus sexy du cloud, mais elle est stratégique, surtout quand les volumes explosent. Azure Files évolue fortement. Et parmi les nouveautés importantes, il y a d'abord le modèle provisionné en version 2. Vous allez pouvoir réserver votre stockage et vos performances, ce qui va vous donner plus de prévisibilité financière et une meilleure échelle. Vous allez pouvoir d'ailleurs monter jusqu'à 256 Tera de données et 50 000 IOPS sur un seul partage, hein. C'est quand même pas mal. Côté performance, Microsoft introduit une mise en cache des métadonnées sur les partages premium. Résultat, des opérations 2 fois plus rapides, ce qui est super utile pour les charges très dynamiques comme l'IA, la CI/CD, le SIG ou les web apps. Pour les environnements hybrides, Azure File Sync peut désormais synchroniser jusqu'à 200 fichiers par seconde, ce qui accélère les grosses migrations ou les mises à jour massives d'autorisation. C'est un vrai bond en avant. On retrouve aussi l'intégration avec Windows Admin Center, le support de Windows Server 2025 et surtout Copilot, l'IA intégrée qui aide à résoudre les problèmes de configuration ou bien de performance. On peut même automatiser la gestion du cycle de vie des fichiers avec ces recommandations. Enfin, niveau sécurité, on note l'arrivée des identités managées pour s'authentifier sans clé de partage et des sauvegardes isolées dans un coffre pour protéger vos fichiers contre les suppressions accidentelles ou les attaques de type ransomware. Bref, Azure Files devient bien plus qu'un simple partage de fichiers dans le cloud. C'est un pilier du stockage moderne à la fois performant, sécurisé et gérable à grande échelle. Terminons nos articles avec un focus sur une évolution majeure dans l'univers de l'IA, le raisonnement avec les modèles O3 et O4 mini qui viennent de débarquer sur Azure OpenAI Service au cours des dernières semaines. Concrètement, ces modèles savent mieux expliquer leurs réponses en générant un résumé de raisonnement. C'est précieux pour les cas où l'on doit faire confiance à une IA, par exemple un copilot métier ou une IA décisionnelle. Ils sont aussi multimodaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre les images ou des données visuelles et de générer une sortie texte cohérente à partir des informations que vous aurez mis en entrée. On peut imaginer un cas d'usage dans l'assurance, l'analyse industrielle ou la formation assistée par visuel. Côté technique, ils sont aussi capables de faire des appels d'outils en parallèle, ce qui ouvre la porte à des assistants qui peuvent interroger plusieurs systèmes et exécuter plusieurs actions simultanément. Et la sécurité n'est évidemment pas oubliée. Il s'appuie sur un principe appelé alignement délibératif, qui consiste à faire raisonner l'IA sur les implications éthiques ou de sécurité
avant qu'elle ne donne une réponse. Un vrai plus pour les environnements sensibles. Enfin, côté audio, 3 nouveaux modèles sont disponibles avec notamment un moteur de synthèse vocale personnalisable qui va être capable de reproduire une voix sur mesure avec des consignes fines sur le style vocal. Bref, ces nouveautés permettent de franchir un cap vers une IA plus fiable, interactive et intégrée dans les usages métiers complexes. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner avec les annonces en JA. La première concerne le service Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore qui propose désormais d'être consommé au travers d'une API RESTful. Ainsi, plus besoin d'installer des pilotes sur son PC ou d'utiliser des requêtes complexes. Vous êtes désormais le roi du monde pour effectuer des requêtes sur votre base de données préférée de façon vachement plus simple. On continue sans s'éloigner trop des bases de données puisque le service Azure Database Migration Service continue son expansion en débarquant dans la région China North 3. Vous pourrez donc utiliser ce service pour effectuer des migrations vers SQL au sein de cette région. Parlons maintenant de stockage où les disques premium SSD font leur apparition dans de nouvelles régions comme US West, UK West, Canada East ou encore Australia South East pour ne citer qu'elles. Terminons les annonces en JA avec ce que nous avons évoqué un peu plus tôt à ce micro, c'est-à-dire la fonctionnalité Azure Storage Actions qui fait son apparition en grande pompe pour vous permettre de composer et de déployer rapidement des tâches capables d'analyser et de traiter des milliards d'objets sur plusieurs comptes de stockage sans aucune compétence en programmation. Et ça, c'est parfait pour moi qui suis nul en développement. Notre épisode de podcast se termine avec la seule annonce en preview. Cette dernière concerne le service Azure Container Registry qui propose une fonctionnalité de patching en continu. Comme son nom l'indique, cette dernière automatise la détection et la correction des vulnérabilités du système d'exploitation directement dans les images de conteneurs hébergés évidemment sur le service Container Registry. Elle s'appuie sur 2 outils, à savoir Trivy pour l'analyse et Copa pour l'application des patchs. C'est une excellente idée car on peut avoir tendance à oublier les images une fois qu'on les stocke dans une registry. Écoutez, c'est tout pour ma part. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'une fois de plus vous avez appris plein de choses que vous allez pouvoir mettre en pratique. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.